Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord, les titres de l'émission. Après le forum de coopération Chine-Afrique, le président de la République démocratique du Congo a regagné Kinshasa. Hier, Félix Antoine Tshisekedi a présidé un conseil des ministres spécial. Des sujets brûlants de l'actualité de l'heure ont été examinés. Parmi ceux-ci, le Conseil a examiné le projet de loi des finances rectificatif de l'exercice 2024, mais aussi le projet de loi du budget 2025. Quelles sont les retombées du Forum Chine-Afrique 50 mettent à la disposition de plus de 40 pays africains ayant pris part à ces assises? Quelle est exactement la part de la RDC qui se veut être un partenaire privilégié de la Chine à cause de ses ressources? La prospérité qui pose cette question met en exergue la tribune d'Eric Kamba, analyste de la géopolitique. Pour lui, différents mémos d'entente ont été signés avec les entreprises chinoises, parmi lesquelles la signature d'un protocole d'accord portant sur l'accroissement de la puissance énergétique, mais aussi l'accompagnement de la Chine dans les domaines agricoles avec la transformation, la culture et la transformation de manioc, du riz, de maïs. Réforme judiciaire, le ministère de la Justice et les conseils supérieurs de la magistrature appelés à se concerter. Les quotidiens Info 27 qui donnent l'information estiment que c'est pour favoriser les échanges interinstitutionnels dans un élan de cohésion sociale. Il faut un dialogue pour retrouver la cohésion nationale, désamorcer la crise et mettre fin à la guerre dans l'Est du pays. C'est ce que pense l'opposant Martin Fayoulou. Jusque-là, sa démarche divise encore la classe politique congolaise. Un camp soutient cette démarche, un autre la rejette catégoriquement. On en parle dans cette émission. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les sommaires. Voilà, encore une fois, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Nous avons aujourd'hui 4 sujets. Le premier, le Conseil de ministres spécial qu'on a tenu hier par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et le Conseil qui s'était beaucoup plus focalisé sur le budget rectificatif 2024, mais aussi sur le projet de budget 2025. Il semble qu'il y a l'accroissement budgétaire, on en parle dans cette émission. Il y a également les retombées du Forum Chine-Afrique pour la République démocratique du Congo. Quel est l'impact de ces retombées? Il y a les réformes judiciaires tant souhaitées aujourd'hui par la population, mais avec beaucoup plus cette insistance du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui tient à la réforme judiciaire. Nous allons en parler. Dialogue pour la cohésion nationale, voilà un autre sujet qui divise la classe politique. Il y en a qui veulent qu'il y ait dialogue, d'autres estiment que le dialogue est sans objet en ce moment. On va en parler et sur ce plateau, je ne suis pas seul. À ma droite, je reçois M. Alain Kabongo. Il est journaliste et éditeur du journal Congo et tout. Monsieur Alain, bonjour. Bonjour, monsieur Gustave. Merci encore une fois d'être avec nous ce matin. C'est à nous de vous remercier pour l'honneur que vous nous faites de nous inviter chaque fois à ce forum. Merci. À ma gauche, j'ai le professeur Dadi Saleh, professeur d'université,
Il est spécialiste en développement du Sud. C'est ça, professeur? Oui, bonjour, professeur. Bonjour et bonjour à tous. D'accord. Je crois que je n'ai pas... J'ai bien dit spécialiste en développement du Sud ou bien il faut corriger? Non, non, ça n'a pas beaucoup d'importance puisqu'on a plusieurs diplômes, plusieurs expertises. D'accord. Oui. Voilà. Nous commençons d'abord par ce conseil de ministres spécial tenu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Dès son retour de la Chine, il a réuni les membres du gouvernement et on a traité les sujets brûlants de l'actualité. Mais ce qui a été mis dans la presse, c'est l'examen du projet de budget rectificatif 2024. Professeur, on parle d'un accroissement budgétaire. C'est pourquoi on rectifie la loi des finances 2024. Comment ça se passe, professeur? Oui, c'est une loi, la loi budgétaire. Le gouvernement a le droit, avec le Parlement, de faire une loi rectificative qui commence effectivement par exactement ce qui demande cette rectification, à l'occurrence le gouvernement, parce que par rapport à la loi, c'est le gouvernement qui soumet, n'est-ce pas, ouais. Cette loi-là qui est maintenant votée, rectifiée, etc., au niveau maintenant du Parlement, pour que nous puissions avoir une nouvelle loi budgétaire. Ce qui fait que s'il y a eu accroissement ou bien s'il y a eu regain, ok, s'il y a stabilité, c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir une rectification par rapport aux desiderata du gouvernement et du programme du gouvernement. Ce qui fait que jusque-là, cette loi-là rectificative n'est pas à notre disposition, n'est-ce pas, pour mieux décortiquer le point. C'est encore un projet au niveau du Conseil des ministres. C'est tout à fait. Tout est dans les règles jusque-là. C'est-à-dire que je donne un point de vue pour dire qu'on va donner un point de vue global, n'est-ce pas? Ce n'est pas un point de vue très objectif parce que le projet... On ne nous dit pas combien il y a eu, combien exactement, on doit ajouter. Exactement. Mais cela étant, ça nous donne une occasion, n'est-ce pas, de commenter sur cette information où nous pensons que le gouvernement souminois devait faire encore ce qu'il est en train de faire, mais encore mieux. Quand on fait une rectification, nous espérons que c'est dans le bon pour l'intérêt du peuple congolais. Et ici, nous parlons des urgences et des piliers, comme édicté par les chefs de l'État et par tout le monde, même si ça n'avait pas été clair quand la première ministre avait défendu au niveau du Parlement. Puisque pour elle, la priorité, ce n'était pas la sécurité. Je pense que tout le monde se souviendra de ça. Mais nous demandons encore une fois à la première ministre... sur les 6 axes du président. Oui, mais la question était très claire noir sur blanc, ce n'était pas la sécurité, ce qui était étonnant. Ce qui fait que tout ce que nous souhaitons, c'est que la première ministre puisse mettre la sécurité comme priorité des priorités. C'est-à-dire qu'en faisant une loi budgétaire rectificative qui ait le maximum de moyens, par exemple, pour la réserve, ça va, la réserve armée de la défense, parce que vous avez appris comme tout le monde, ça va, que ce sont les Wazalendo qui se battent matin, midi, soir, encore hier. Les informations circulent de partout. Alors, comment les Wazalendo, qui font partie de la réserve nationale de la défense, sont en train de se battre et pourtant, jusque-là, à ma connaissance, la réserve nationale de la défense n'a pas assez de moyens. Je sais de quoi je parle. Donc, on demande, on supplie au chef de l'État de tout faire pour qu'exactement la priorité des priorités soit exactement la sécurité. Et là, nous parlons de la guerre contre le Rwanda, contre l'Ouganda. Il nous faut vraiment prendre les taureaux par les cornes. On espère que ça sera clair dans cette loi rectificative. Il y a beaucoup d'autres points, certes, n'est-ce pas, où la vie au quotidien des Congolais devait sentir cet accroissement, n'est-ce pas, cet accroissement-là dans le sens de la vie sociale. Donc il ne faudra plus que nous puissions avoir des réformes qui n'impactent pas les quotidiens du Congolais. Les quotidiens du Congolais, c'est le pain. Ça va? Là, nous prenons notre pyramide de Maslow. Aussi simple que bonjour. On ne peut pas avoir d'autres priorités si on n'arrive pas à manger. Donc, il faut que l'amélioration de l'alimentaire congolais, l'amélioration du salaire, puisque effectivement les revenus expliquent effectivement les sociales du Congolais. Donc, nous espérons que le gouvernement va tirer plus d'attention sur ce point-là, s'il y a un peu plus de richesse pour la République. Vous vous souviendrez avec moi, on en a parlé avec Matata Mpogno à l'époque, où nous avons eu l'accroissement de 2 chiffres. C'est une exception, ça, ce n'est jamais plus arrivé. Hein. 2 chiffres, c'est-à-dire plus de 10%. Ça va? C'est énorme, mais
sur le plan social, aucun impact vraiment significatif. Donc, il ne faudra pas qu'on puisse faire un peu une économie de frime, comme on peut l'appeler. Une économie où on peut avoir une balance commerciale, entre guillemets, positive, où on peut avoir le PIB qui s'accroît, mais le quotidien des Congolais ne change pas. Donc, merci, professeur. Monsieur Alain, est-ce qu'on peut quand même croire, cette fois-ci, à la transparence du gouvernement, qui a vu dans l'applicabilité du budget, il trouve qu'il y a l'accroissement budgétaire. Ce qui avait été consigné dans le budget, c'est moindre. Il faut rectifier pour ajouter un peu d'argent. On peut quand même croire à la transparence du gouvernement. Oui, c'est tout à fait normal. Nous devons croire, surtout que le gouvernement a mis beaucoup de mécanismes aujourd'hui pour éviter le coulage des recettes. Vous savez vous-même déjà le travail de l'IGF. Ouais. C'est un travail que le chef de l'État a toujours lui-même congratulé plusieurs fois parce que ce travail a permis de décourager quand même ce que nous appelons comme coulage des recettes. Mais moi, personnellement, en ce qui concerne ces projets de loi rectificatifs du budget, je m'interroge d'abord sur l'opportunité. Parce qu'en ce moment, déjà, on devait déjà commencer à préparer les budgets pour l'exercice suivant. Le budget 2005, oui. Hier aussi, c'est ce qui devait être fait déjà. La question était au menu. C'est ce qui devait être fait déjà parce qu'après les vacances parlementaires, nous savons que la session qui vient, c'est pratiquement une session budgétaire. Je m'interroge comment les députés vont se partager entre ce processus de rectification du budget et la rédaction du nouvel et du budget pour l'exercice de 2025. Mais si tout ce qu'on va faire, c'est dans l'intérêt de notre population, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est bien, c'est pour l'intérêt de la population. Si ce nouveau budget va pallier à cette carence de sécurité que nous déplorons depuis plusieurs décennies, c'est encore une bonne chose, tout comme aussi la question du social. Vous savez que la misère a atteint vraiment le point culminant et que les Congolais continuent à broyer du noir jusqu'à ce jour. Non, mais il y a quand même des efforts. Vous avez suivi les ministres, les vice-premiers ministres en charge de l'économie qui a mis des mesures pour lutter contre la cherté de la vie quand même. Non, mais ils vont dans des supermarchés, ils ne vont pas dans les marchés pirates que nous autres nous fréquentons. Nous n'avons pas observé de changements là-bas. Les prix des biens, des denrées, des premières nécessités, il y a toujours le même prix. Les transports en commun, rien n'a changé. Il y a encore beaucoup de problèmes. Son prédécesseur de l'économie de l'époque avait baissé les prix des billets d'avion, vous vous souvenez? Est-ce qu'aujourd'hui, le prix des billets d'avion a baissé? Qu'est-ce qui a changé? C'est bien des mesures, mais le problème, c'est l'applicabilité. Il ne suffit pas de prendre juste des mesures. Il faut les suivre sur le terrain, voir que non. Il y a des retombées aussi. Là, vous voulez dire au vice-premier ministre, ministre de l'économie, qu'il faut faire le suivi sur le terrain parce que ces mesures ne sont pas encore d'application. On ne sent pas encore... Nous ne les sentons pas. Aucun impact. La vie est toujours chère. Oui, la vie est toujours chère et ces équipes devront descendre sur le terrain pour vérifier réellement de l'effectivité de la mise en œuvre de ces mesures-là. Alors, professeur, selon les informations à notre possession, on parle de l'accroissement budgétaire. On dit par exemple il y a des efforts de mobilisation des recettes de l'État, mais il y a également l'appui budgétaire au nouveau programme avec les FMI, ainsi que la volonté du chef de l'État d'améliorer de manière significative les sociales de ses compatriotes. Le programme avec les FMI, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus parce que souvent on nous dit, vous qui êtes économiste, vous allez peut-être éclairer la lanterne des téléspectateurs. On dit toujours que lorsque vous êtes dans un programme avec les institutions de Bretton Woods, ça n'apporte pas tellement. Ce sont des dettes que le pays est en train d'amasser. Les générations futures devront payer. Alors, dites-nous, c'est comment?
C'est une question effectivement épineuse et simple à la fois. Je me base sur notre philosophie qui est Kujitegemea, Tomilu Kela, Tuso Sangemosi, Tuji Kebela. Parce qu'au fond, quand vous n'avez pas de guidelines, des lignes de conduite, en grande partie, c'est comme ça qu'on se perd. Et ici, cette philosophie cadre totalement avec la philosophie ou bien l'idée du peuple d'abord, dans ces sens-là. Ce qui fait qu'effectivement, sans pour autant aller dans beaucoup de théories, on comprend que l'accroissement ou bien, quel que soit ce qui se passe avec le budget, on doit essayer de comprendre les causes. Mais je ne vais pas entrer là-dessus. Est-ce que c'était une production industrielle nette, locale? Est-ce que c'était par rapport aux exportations, parce qu'on exportait encore des minerais bruts? Est-ce que c'était l'agriculture? Qu'est-ce qui a causé l'accroissement? Vous comprenez? Ça peut être juste un prix comme le cuivre, hein, à l'époque de Mobutu. Les cuivres prennent de l'ascenseur, mais il n'y a pas eu d'effort dans le sens économique de production. Ça va, mais on peut quand même avoir d'accroissement. Donc, jusque-là, comme je l'ai dit, les rapports ne nous aident pas. Il faut être sincère scientifiquement. Ne nous aident pas en main pour qu'on nous dise c'est de quel accroissement il s'agit. Nous attendons cela et nous espérons que nous aurons le temps encore, n'est-ce pas, d'essayer d'éclairer des lanternes d'une façon concrète. Mais cela étant, on constate seulement qu'il y a accroissement. Tant mieux. Et maintenant, on va voir l'orientation de cet accroissement-là. Surtout que quand on parle d'accroissement, on essaie de voir un peu la stabilité, la durabilité. Il faut pas que ce soit juste d'une façon temporaire. Okay, dans ces cadres-là. Maintenant, quand vous ajoutez la FMI, vous ajoutez toutes les institutions de Bretton Woods, pour raisons déontologiques, je ne vais pas citer. Je venais de conclure une sorte d'enquête, un rapport avec une organisation internationale. C'est clair, noir sur blanc. Malgré le fait que ça puisse aider un peu, n'est-ce pas? Mais en général, les institutions de Bretton Woods, la FMI, Banque mondiale, etc., et vous avez dit, je suis expert pour les pays du Sud, il n'y a aucun impact économique majeur depuis 1960 noté. Au contraire, nous tournons dans ce qu'on appelle cercle vicieux de pauvreté. C'est-à-dire un peu, on vous emprunte pour vous tenir la corde au cou. Donc on vous donne avec la main droite, s'il vous plaît, c'est un rapport officiel qui est basé sur une méthodologie juste documentaire, où tout ce que j'ai fait, c'était documenter ce que mes prédécesseurs chercheurs ont donné A, B, C, D, et nous les savons déjà tous. Mais je me pose des questions. Dès que vous me parlez de la FMI, de l'appui budgétaire de la FMI, etc., donc je suis désolé, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé avec la philosophie Tomilu Kela. Cette philosophie dit que nous devons sortir du cercle vicieux de la pauvreté vers un cercle vertueux de la richesse. Et pour aller à un cercle vertueux de la richesse, nous devons avoir, parce que l'économie se résume en grande partie en trois choses. Aussi simple que bonjour, c'est pas compliqué. Nous avons les cycles économiques qui comprend la production vraiment transformation de matières premières, ça va en produits finis, pas la production commerciale. Ça va? Et après, là, nous avons la distribution. C'est là où il y a le commerce et après la consommation. Ces trois axes, est-ce que le peuple congolais, nous sommes maintenant capables de produire, ça va, ce qu'il faut? On sait que la production, par exemple, monétaire, bancaire, nous n'avons aucune banque congolaise. C'est-à-dire que le Congo ne produit pas beaucoup sur le plan financier. C'est une production qui nous échappe parce que toutes les banques sont pour les étrangers. On n'a pas, tout le contrat minier sont à plus de 90% léoniens. Depuis qu'on le dit, hein, c'est officiel, je pense. Mais jusque-là, il n'y a pas eu cette révolution. Vous voyez un peu ce qui se passe dans le ministère d'État de la justice. On devait voir ça dans tout le ministère de l'industrie, le ministère, etc. Allez, et on reprend l'industrie en main. Ça va? Jusque-là, en grande partie, toutes les grandes entreprises appartiennent aux étrangers. Ça va? Ce qui fait que je suis désolé, on ne peut pas s'imaginer une stabilité de croissance et un bien-être des Congolais s'il n'y a pas cette révolution qui est demandée par les chefs de l'État. Mais c'est plutôt le ministère qui tâtonne, vous comprenez? Dans le sens de la distribution. Chaque ministère doit faire la révolution comme le fait le ministère d'État de la Justice. Si vous prenez la distribution, là c'est le commerce, ça va dans ce sens-là. On félicite 2, 3, 4 points, mais il nous faut une vraie distribution où, excusez-moi, je ne peux pas les citer pour raison déontologique, je sais où je suis, mais les grandes entreprises de distribution, ce ne sont pas des entreprises congolaises. Donc il n'y a pas de facilitation des Congolais dans ces secteurs-là. Quand vous allez à la consommation, mais écoutez, je pense que mon prédécesseur a été très éloquent. Qui consomme vraiment? Ce sont les étrangers. Les Congolais n'ont pas
un revenu nécessaire pour se permettre de consommer à grande échelle. Vous voyez les Congolais entrer dans des supermarchés, acheter des provisions, etc. Non, il n'y en a pas. Ce qui fait que la grande consommation, c'est encore pour les étrangers. Nous faisons la petite consommation à Zando, etc. On survit. Donc, il faut une rupture. Ça peut se faire. C'est ça ce que j'appelle révolution politique, culturelle et économique. Et le chef de l'État l'a déjà demandé. Seulement en félicitant quand même le ministère. Mais je pense que beaucoup de ministères sont encore trop prudents. Il faut encore le bouger, le bousculer. Non, il faut vraiment le bouger sérieusement. D'accord. Alors, monsieur Alain, avec les FMI, au moins, vous avez suivi quand même le FMI qui a dû emprunter, donc qui a fait des prêts à la RDC pour pouvoir soutenir la gratuité de l'enseignement. Et vous voyez quand même que ça tient jusqu'à aujourd'hui. Alors, selon les professeurs, espérer s'appuyer sur les allocations du FMI, bon, ça ne donnera rien. Il est spécialiste des pays du Sud. Oui, les professeurs a tout à fait raison. Ce que je sais, aucun pays au monde n'a été développé par les fonds monétaires internationaux ni la Banque mondiale. Moins encore la fameuse communauté internationale. Aucun pays au monde n'a jamais été développé par ces institutions. Le développement, c'est d'abord nous-mêmes. Nous devons produire et nous devons d'abord consommer congolais. Il y a la campagne « Consommons congolais » qui passait ici et jusque-là, ça s'est arrêté juste au niveau du slogan. Mais en principe, nous devons encourager notre production locale, consommer local. C'est en ce moment que nous aurons nos propres devises. Jusque-là, sur le plan économique, nous sommes rien, nous sommes totalement dépendants. Et quand les fonds monétaires, même les fonds monétaires, quand ils viennent nous donner, c'est les mêmes fonds monétaires qui nous contrôlent. Chaque fois, il y a des délégations qui viennent de Washington, des réunions à la Banque centrale, ce que nous vous avions donné, et qu'est-ce que vous en faites? Et des fois, eux-mêmes, je ne sais pas, leur voyage, c'est dans les mêmes budgets. Qu'est-ce que le pays gagne dans tout ça? Moi, je pense, comme le professeur l'a dit, nous devons mettre un accent particulier sur la production locale. Et d'ailleurs, j'ai toujours encouragé le responsable de l'autorité de régulation de la sous-traitance. C'est les initiatives qu'ils prennent, c'est des initiatives qui permettent à ce qu'on puisse avoir une nouvelle classe moyenne congolaise qui peut émerger, parce qu'avec la sous-traitance, on peut avoir des entreprises dirigées par des Congolais et qui engagent des Congolais. Grâce à ces entreprises, on peut amener quand même des capitaux sur notre économie, et l'économie, les mêmes personnes vont aussi contribuer au budget de l'État par les paiements des taxes et impôts. Et l'État peut se trouver d'autres moyens que de recourir tout le temps à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international. Avec la sous-traitance, on va y revenir en long et en large dans nos prochaines émissions. Parce qu'il faut que les Congolais comprennent. Lorsqu'on parle de sous-traitance, ça signifie quoi? L'argent qui devait atterrir directement entre les mains du personnel, ça passe d'abord par quelqu'un, par une entreprise, et reste entre guillemets combien de pourcents? Est-ce que ceux qui sont dans l'entreprise sous-traitante, est-ce que il y a autant de questions? On va en parler, on va évoquer les sujets prochainement. Alors, je rappelle que vous suivez votre émission autour de l'info. L'émission est en direct. Vous pouvez nous écrire sur les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Écrivez, nous allons faire parvenir vos messages à nos invités. Nous passons à notre deuxième sujet. Quelles sont les retombées du forum Chine-Afrique? 50 milliards de dollars pour les 40 pays. La Chine qui devient une grande puissance économique, mais à la disposition de plus de 40 pays qui ont assisté au forum, à peu près 50 milliards de dollars. Et la question ici, quelle est exactement la part de la RDC dans ces gâteaux? 50 milliards pour toute l'Afrique ou pour les 40 pays, et quelle est la part de la République démocratique du Congo et aussi
quelles sont les retombées, parce que le président de la République a conduit une forte délégation, les gouverneurs des provinces, les ministres, chacun a défendu qui sa province, qui son entreprise, qui son ministère, a présenté des opportunités. Alors, professeur, Oui. 50 milliards pour l'Afrique. Oh non, ce n'est pas le chiffre l'important. Que ce soit 50 milliards, que ce soit 100 milliards, que ce soit 1 milliard, je pense que si nous prenons la philosophie du chef de l'État, on ne peut pas aller là-bas comme des quémandeurs. Pour quémander. Il faut vraiment exclure cela dans la tête. Et je suis content par rapport au ministre de l'Intérieur qui a permis avec le chef de l'État qu'on ne soit pas d'accord, par exemple, sur cette histoire de sécurité pour l'Afrique, là où on a dit non. Ça s'appelle retomber toujours, ne vous en faites pas. Ouais. Je suis totalement dans les sujets. Parce que ces retombées-là nous prouvent à suffisance que cette fois-ci, la République démocratique du Congo est allée à ces forums, pas comme des ouïstes, accepter et signer tout ce qui se signe, comme on a vu. On se posait des questions, est-ce qu'on comprenait qu'est-ce qu'on signait? Donc, coup des chapeaux au ministre, au vice-premier ministre, si je ne me trompe pas, de l'Intérieur, c'est un grand pas. Comprendre qu'on refuse de signer une histoire de sécurité parce que le Rwanda est impliqué et comment est-ce qu'on va signer un truc même si ça vient de la Chine. Donc ça c'est déjà une bonne révolution congolaise. Avant je pense qu'on signait presque tout. Hein. Tout ce qui bougeait on signe et on vient se poser la question après. Non, je ne dis pas sans réfléchir, mais franchement on était induit en erreur. Totalement. Et là, au moins, on félicite le chef de l'État parce que c'est lui qui a donné l'impulsion. Les ministres d'État, les vice-premiers ministres ne peuvent pas refuser hein, sans l'aval du chef de l'État. Donc ça, on le sait déjà. C'est une très bonne chose. Au fond, j'aimerais vraiment qu'on retienne petit à petit cette philosophie. C'est ma philosophie du professeur Dr Dadi Saleh, Kujitegemea, Tumilukela, Tuso Sangemo Situji Kebela, qui cadre totalement avec le peuple d'abord. Mais ça, c'est une philosophie. Lorsque vous donnez les... Oui. Tudi Kebela, tout ça, si vous ne dites pas qu'en français, ça dit ceci, les gens... Non, on n'est pas de francophone. On doit commencer à comprendre nos langues. Non, effectivement. Oui, mais oui, je sais qu'au moins tous les Kinois ont compris. Il faut au moins le dire, il faut au moins dire que... Sans problème. Ce que j'ai dit en lingala, ça... On les dit directement. En chiluba, ça signifie... Pas de problème. Voilà. C'est-à-dire tout simplement qu'on doit être capable de se prendre en charge. Oui. Aussi simple que ça, l'autoprise en charge. Mais c'est vraiment toute une philosophie. Pourquoi je vais avec ça? On a des forums, des Européens, des Américains, même le Brésil. La Brésil nous invite dans leur forum et les Africains s'y ruent. C'est une erreur stratégique. Tant que l'Afrique ne va pas comprendre qu'elle doit se faire valoir et qu'on ne va pas dans des forums pour aller quémander l'argent, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit 50 milliards, c'est pas ça le vrai problème. Parce que certaines personnes vont applaudir. Pourquoi? Parce que, ah oui, on va arriver à signer des contrats dans ces 50 milliards de dollars. Est-ce que la République démocratique du Congo a pu obtenir 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards? Non. Moi, professeur Dr Dadi Saleh, j'ai dit déjà que ça, c'est une erreur fondamentale, structurelle. On va là-bas, gagnant-gagnant. C'est peut-être nous qui pouvons donner à la Chine. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on peut donner en termes de valeur? Ça va? Et qu'effectivement, on se dit, bon, ok, écoutez, si vous ne mettez pas 50, 10 milliards, 20 milliards, vous n'aurez pas accès à nos minéraux. Vous n'aurez pas accès à ABCD. Vous n'aurez pas accès. Voilà un vrai débat. Donc, je pense effectivement, j'espère, et je pense que c'est ce qui a été fait, ce qui fait que les retombées, nous allons les constater sur terrain. Et que moi, je propose au chef de l'État et à toutes les délégations qui ont été là-bas de commencer à essayer de rectifier la philosophie. Ça nous ramène un peu à, nous avons notre propre plan. Si nous n'avons pas besoin des Chinois, on n'a même pas à prendre un dollar d'eux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il ne faut pas que les gens pensent que, parce que les gens pensent que nous sommes en train de chercher les investisseurs. Erreur encore monumentale. Les vrais investisseurs, ce sont les Congolais. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut nous comprendre? Parce que beaucoup de ministres nous font perdre le temps en allant chercher des investisseurs à l'étranger. Les investisseurs majeurs dont nous voulons pour un développement durable, pas un développement là où vous faites des films, un mois, vous avez 2 millions, 5 millions et ça disparaît. Non, 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 non. Un développement durable de la République démocratique du Congo, les premiers investisseurs, ce sont les Congolais. Doivent être et il y en a des entrepreneurs congolais. Et nous devons faire une politique, je conseille au chef de l'État, il le fait déjà,
je demande à par exemple, au ministre de l'Industrie, au ministre de l'Économie, etc. Excellence, Monsieur le Président, faites tout pour que nous puissions avoir les secteurs stratégiques, comme la Chine l'a fait avec Mao Tse-tung, jusqu'aujourd'hui. Il y a des secteurs où, même si les étrangers ont l'argent, ils ne peuvent pas investir là-dedans. Il n'y a que des Congolais qui doivent investir, et là nous faisons le protectionnisme. Ce sont de petites notions que tout le monde comprend. On fait le protectionnisme, on a nos banques, ça va? On a nos fonds, on a nos crédits, où nous favorisons effectivement les Congolais à tenir l'économie de la République. Parce que le fait que vous appeliez, qu'on appelle les étrangers, les Chinois, venir investir dans tous nos secteurs stratégiques, alors c'est eux qui vont avoir la valeur ajoutée, la plus grande marge bénéficiaire. Et les Congolais vont être quoi? Les garçons de course, alors, les petits messieurs dans l'opération. D'accord. Alors, Alain Kabongo, qu'est-ce que vous dites des 50 milliards de dollars que la Chine met à disposition des Africains? Mais si j'ai bien suivi le professeur, il faut il faut produire, mais nous allons produire sans technologie, nous allons, vous voyez, même en agriculture, la technologie pose problème. Aujourd'hui, nous avons des ressources. Je crois que le prof y reviendra, je ne sais pas. Nous avons des ressources, mais que nous ne savons pas transformer. Ça fait des années que nous sommes indépendants. On ne transforme pas les minéraux. Et pour transformer, il faut recourir à la Chine. Il faut recourir aux Européens qui amènent leurs engins. Parce que nous n'avons pas peut-être de moyens pour nous acheter nos propres engins. Voilà pourquoi les pays doivent se tourner vers ceux qui ont des capitaux. Non, mais c'est une erreur pour les Africains, comme l'a dit le professeur, tout le temps de courir derrière les sommets. Les sommets USA-Afrique, sommets Russie-Afrique, sommets Union Européenne-Afrique. À quel moment nous aurons aussi un sommet Union-Afrique qui invite aussi les autres? À Addis Abeba, là, vous voyez tous les présidents, les Russes, les Américains et les autres venir à Addis Abeba, où il y a les membres de l'Union africaine qui les reçoivent et leur donnent aussi des orientations. Parce que là, c'est nous qui subissons. La Chine vient, il nous pose des conditions. Quand vous dit que je disponibilise les 50 milliards, vous pensez que vous venez, vous prenez? Non. Il y a des conditions pour y accéder. C'est comme un appel à projet. Venez avec les idées, venez avec ce que vous avez, proposez-nous et nous on met les paquets. Il y aura aussi les 40 pays, d'autres qui n'auront rien. Donc c'est la Chine qui s'impose. Mais je pense que pour aujourd'hui, ce n'est plus quand même l'ère coloniale. Nous devons traiter d'égal à égal. Le problème c'est que nous avons toujours cette mentalité de coloniser, d'aller toujours comme si nous allons supplier. Nous ne voulons pas évoluer dans la mentalité. Le professeur a salué tout à l'heure... c'est juste un geste. Les refus de... L'engagement du président de la République à traiter avec les Chinois d'égal à égal. Gagnant-gagnant, vous l'avez dit. Mais nous, on l'a fait ici avec la révisitation des contrats. Des contrats miniers. L'IGF a dit que nous avons gagné, dans la révisitation, nous avons pu gagner 7 milliards. Avec les 7 milliards que nous avons gagnés, il a dit qu'on devait investir annuellement 600 millions dans la construction des routes. Ouais. Déjà, nous, on avait un pas. Je me dis que même si on s'absentait à ces sommets, nous n'aurons rien perdu. Parce qu'au moins dans la révisitation des contrats miniers, nous avons négocié d'égal à égal. Et vous pensez qu'il faut un grand forum comme ça s'absenter pour qu'on décide d'avoir... Mais pourquoi nous n'organiserons pas un sommet Chine-RDC? RDC, Chine, ici à Kinshasa, nous invitons aussi le président chinois, il vient ici, nous négocions à deux. Nous sommes quand même une grande puissance aussi au cœur de l'Afrique. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire ça? Vous avez vu quand même que le premier président à être reçu par le président chinois, c'était le président Tshisekedi. Mais c'est protocolaire, non? Ils ont parlé d'égal à égal. C'est protocolaire. Mais oui. C'est protocolaire, mais c'est les journalistes. Quand le président Tshisekedi était parmi les premiers à se rendre en Chine, il était tout à fait normal qu'il soit reçu par son homologue. Mais c'était l'occasion pour qu'on puisse évoquer
les relations bilatérales. Nous allons Mais signer... les questions minières, sécurité, c'est des questions techniques. Deux présidents, ils ne peuvent pas tout traiter. Oui, mais il faut les autres experts membres du gouvernement. C'est ce que le professeur a salué, les ministres sectoriels. Chacun a défendu sa cause, a présenté les opportunités, les priorités. Il y en a, mais moi, je préfère qu'ils viennent aussi. Il y a le ministre des énergies, des énergies, de l'électricité qui a dû signer un protocole d'accord. Je vais vous donner la parole. Mais nous avons signé trop de protocoles dans ce pays. Un protocole d'accord avec un géant de l'électricité. Nous avons signé trop de contrats dans ce pays. D'ici peu, on va construire des énergies renouvelables, des photovoltaïques, et ainsi de suite. Non, mais déjà, nous avons ce type de projet. Si vous allez à Chipuma, dans les territoires de Chileng, nous avions des centres photovoltaïques. Jusqu'à ce jour, il y a déjà des panneaux. Si vous allez dans les territoires, oui, mais ça c'est minime. Mais ce que nous avons d'abord, il n'y a même pas un début de commencement. Nous continuons qu'à accumuler des contrats. Hein? Terminons d'abord ce que nous avons commencé. Parce que si ces gens-là vous disent aujourd'hui que nous venons, nous risquons d'abord d'arrêter ce que nous avons commencé et commencer à attendre les études de faisabilité, de ceci, cela. Pourquoi on ne peut pas d'abord terminer ce que nous avons déjà commencé et que les autres viennent s'adjoindre à nous? Hein? Ah, professeur, vous avez à dire. Oui. Au fond, je pense que nous avons un problème de philosophie. C'est quoi une philosophie? Une philosophie, c'est une façon de percevoir les choses, le monde, et qui devient effectivement une conduite. Quand on n'a pas une philosophie claire, c'est-à-dire que ce qu'on fait, on le fait va que va, et on tombe avec des projets comme de, comment on appelle, dit ça en bon français, comme des cheveux dans la soupe. Voilà. C'est ça le mal. Je voudrais vraiment insister sur ce point-là. Ce n'est pas à ce forum où nous allons présenter nos projets. Déjà, premier point. On a présenté les opportunités. Écoutez attentivement. Les opportunités. Écoutez-moi attentivement. Mais c'est aussi des projets et des opportunités. S'il vous plaît, parce qu'effectivement, on peut tourner en rond. C'est à l'interne où nous faisons notre soupe. Et nous ne pouvons pas tout exposer même à l'extérieur. Notre soupe, c'est ça même la philosophie Tomilu Kela. Tuji Kebela. Tusosange Mosi Tujitegemei. Vous ne connaissez pas toute la stratégie des Américains. Ce n'est pas dans des forums là que moi je m'attends, n'est-ce pas, au changement et à la structuration énergétique, à la structuration économique, absolument pas. C'est à l'interne où nous devons avoir des résultats et nous présentons seulement à nos partenaires là où nous pensons, qu'ils peuvent intervenir. Oui. Je voulais préciser un point. S'il vous plaît, la première ressource économique, la première ressource financière, la première ressource comptable, c'est l'homme. Ce ne sont pas le moyen dont on parle, financier, etc. Et la République démocratique du Congo a des hommes. Mais maintenant, nous nous posons des questions par rapport au leadership. Vous comprenez, là, sectoriel, là, s'il vous plaît. On parle du leadership sectoriel comme on est en train de le dire. Exemple, pour faire des arrêtés et dire exactement, je donne un exemple concret, et dire exactement que nous faisons maintenant un peu comme les néo-mercantilistes, ok, on fait le néo-mercantilisme, les techniciens vont mieux me comprendre, ok, où nous faisons un système industriel complet. Système industriel complet, ça signifie quoi pour tout le monde maintenant? Ça signifie tout simplement que toutes les industries, ça va? Ouais. Toutes les grandes entreprises doivent être majoritairement pour les Congolais avec une intention de la défense de la nation et de la production, n'est-ce pas, de la nation. Parce que le vrai pillage de la République démocratique du Congo, c'est en termes de valeur ajoutée. Vous savez, tous ces gens qui se font des milliards, des milliers de milliards en République démocratique du Congo, les retombées ne sont pas en République démocratique du Congo pour raisons déontologiques. Je ne cite pas ces entreprises, vous comprenez. Mais dès qu'ils font le bénéfice, les bénéfices, ils vont investir encore une fois à Londres, ils vont investir en Chine, ils vont investir ailleurs. Nous n'avons que de demandes. Donc, tant qu'il n'y a pas cette révolution interne, s'il vous plaît, protocole, etc., il n'y a aucune nation, absolument pas la Chine, absolument pas les États-Unis, qui ont une intention de développer la République démocratique du Congo. Non. C'est une question, la diplomatie, c'est gagnant-gagnant. Ils veulent gagner au maximum. Ils n'ont pas l'intention de développer l'Afrique. Absolument pas. Ni les Congos. Ce qui fait que tout ce qui s'est présenté au forum, ça va.
là-bas, ce n'est pas ce qui m'intéresse personnellement. Ce qui m'intéresse, c'est que fait le ministre de l'Industrie ici pour que les Congolais puissent s'approprier le maximum d'industrie afin que, quand nous allons à de tels forums, nous nous disons par exemple, non, nous avons un petit problème technologique, ok? Ils sont un peu avancés. Qu'est-ce que nous faisons? Allons arracher cette technologie pour venir investir dans nos industries. Vous comprenez cette coopération-là? Pas qu'eux viennent faire le business à notre place ici. C'est ce que j'ai dit, il y a un problème de philosophie. Alors, certaines personnes applaudissent parce qu'ils ne comprennent pas. Ça va? Non, ce sont des erreurs monumentales. D'accord. Et puis, j'aimerais préciser une chose. Ce type de forum Chine-Afrique, c'est... Des fois, nous pensons que c'est juste parce que les Chinois nous aiment. Non. Mais vous savez que sur le plan international... Non, non, maintenant, aujourd'hui, sur le plan international, il y a cette lutte pour le leadership mondial entre la Chine, les États-Unis, l'Union européenne. Chacun fait un effort pour avoir les plus de partenaires autour de lui. Et c'est nous qui aidons ces pays à se créer ces leaderships au niveau du monde. Pourquoi nous, au niveau de l'Afrique, on ne chercherait pas aussi à s'attirer ce type de leadership? C'est comme si les autres pays du monde veulent s'appuyer que sur nous, les Africains, pour être des leaders. Je pense que nous devons quand même faire aussi un effort de faire changer les choses. Sinon, nous resterons dans ce cercle vicieux. Demain, ce sont les Américains qui vont nous inviter. Demain, les Brésiliens. Et après, ça sera... D'accord, mais entre guillemets, on ne peut pas évoluer dans un vase clos. Mais pourquoi nous-mêmes, entre Africains, on ne peut pas faire ça? Les sommets Afrique, multiplier ce type de sommets, par exemple, les routes. Vous savez que les organisations internationales, ce sont des organisations. Par exemple, il y a la CAC, il y a les Grands Lacs, il y a CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, il y a la SADC. Mais ils recourent tout le temps vers les mêmes. Mais c'est ça le problème, parce que nous avons des richesses, nous avons des ressources que nous ne savons pas transformer. Et donc, il faut recourir à cette main chinoise ou occidentale pour pouvoir... Alors, il faut philosopher encore, il faut encore se mettre dans la philosophie du professeur pour pouvoir se prendre en charge. C'est un peu ça. Voilà, nous passons au troisième sujet. C'est encore ces réformes judiciaires tant souhaitées non seulement par le ministre de la Justice, mais par toute la population qui en a marre. D'ailleurs, le président de la République l'avait dit, la justice, notre justice est malade. Et donc, la thérapie, c'est peut-être ce que veut apporter les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, mais qui est combattu, vous avez suivi, il y a cette guerre entre lui et la magistrature. Il y a aussi les méchants qui veulent s'en débarrasser. Vous avez suivi qu'on a empoisonné son bureau, lui-même est testé positif au poison. Et donc, voilà, votre première réaction, M. Alain, réforme judiciaire souhaitée, mais autant de défis qui s'érigent en obstacle. Mais est-ce qu'il y a déjà cette réforme? Jusque-là, ce sont des discours de bonne intention. J'ai dit bien réforme souhaitée. Oui, c'est des réformes souhaitées. Nous savons qu'il y a des discours de bonne intention du ministre Constant Mutamba. Mais je vous assure que je fais souvent les allers-retours dans les couloirs des palais. Et je sais qu'il n'y a pas encore grande évolution. Même quand l'on parle de la maximisation des recettes judiciaires, c'est encore ici à Gombe. Dans les autres juridictions de la capitale, on ne veut même pas des agents de la DGRAD. Ils ne sont pas là. Ce sont les greffiers, les huissiers de justice qui s'arrangent toujours pour prendre l'argent, diviser et amener à la DGRAD. Passer des tests, mais qui se retrouvent sur la liste des magistrats. Vous vous attendez à quoi? Les ministères de la justice impliqués. Maintenant, ça, c'est une pratique qui a des défis. Oui. Je pense que je prends la conclusion, ou bien les conclusions de mon co-débatteur. L'essentiel, c'est que nous soutenons
les ministres d'État de la justice à 100% sur le plan de fond. Sur le plan de forme, il y a à boire et à manger, mais sur le plan de fond, c'est que la justice est malade, la justice est sale, et il faut guérir cette justice. Au fond, tous les Congolais sont d'accord avec ça. Quels que soient les magistrats, quels que soient les présidents, le Premier ministre, nous sommes tous d'accord sur ça. Et que exactement, j'écris un livre qui traîne un peu de sortir, j'ai dit, c'est sacrifier une année pour sauver notre nation. Mais sur le plan de fond, je vous garantis qu'on demande au chef de l'État de le soutenir. Il y a des gens qui pensent que non, il a été recadré par la première ministre. Non, les gens font des lectures trop politiciennes. Absolument pas. Les réformes doivent continuer. Ça va? Le cadre officiel pour la collaboration, ça va? Entre le pouvoir, avec les magistrats, etc., existe et il faut que ça continue. Si la première ministre rappelle ça, c'est tout à fait normal. Elle demande qu'on puisse se concerter. Oui, exactement. Mais en attendant, le numéro 1 de la justice, à part les vrais numéro 1, qui est les magistrats suprêmes, les chefs de l'État, il n'y a que le ministre d'État de la justice. C'est lui qui est dans le pouvoir exécutif et qui représente la justice. Donc, si le président de la République et la première ministre ne le soutiennent pas, heureusement ils le soutiennent, alors là, je vous assure, personne d'autre ne prendra le courage de faire changer les choses en République démocratique du Congo. Donc là, nous sommes dans une sorte de tournant. Tout le peuple est témoin. Ne suivez pas les grands salons, hein, ça va, où il y a des grands bonnets, effectivement, en grande partie qui volent, ok, qui ne veulent pas les changements. Qui ne veulent pas les changements. Suivez la population. Constant Moutamba est accepté, selon mes enquêtes, c'est pas fini, juste comme ça, à plus de 90% de la population. Même et les opposants. Et à l'étranger. C'est à plus de 90%. Bon, excusez, je voulais revenir sur ce que mon collaborateur a dit. Non, il y a des réformes déjà, ça va. Je précise qu'il y a déjà 4 propositions de loi par le ministère. Ce n'est plus le rôle de Constant Moutamba, s'il vous plaît. Ça devient le rôle d'aller dire aux parlementaires de le faire rapidement. Ce n'est pas à Constant Moutamba de faire la loi. Il fait son rôle en tant que ministre. Il a déjà proposé 4, s'il vous plaît. Donc lui, il a fait sa part. Maintenant, faisons rapidement pour que les députés qui doivent être, puissent être là. Donc vous avez tout à fait raison. Mais ils vous diront que c'est la session budgétaire. Non, absolument pas. Oui, mais avant d'aligner s'il vous plaît, les projets budget à l'examen, il y a d'autres lois, notamment les lois. Votre attention, par rapport à ses compétences, il a déjà pris des décisions. Première décision, ok, nous installons le paiement à la banque. C'est déjà une décision. Faisons attention par rapport à l'application. D'ailleurs, avec cette décision-là, j'ai eu l'information ce matin que la seule direction des cultes et associations commence à produire déjà beaucoup d'argent. A produit à 477%. S'il vous plaît, donnez-moi une minute, je vais citer 2-3. Parce qu'il y a des gens... 400. Mais ça crée votre attention. Autant de millions J'avais encore la parole. J'avais encore la parole. Ça va. Parce que je voulais dire qu'il y a des choses qui se font déjà. Les gens qui ne voient pas ça, bon, ok. Ils ne veulent pas voir, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une décision. Maintenant, l'application rencontre des difficultés tout simplement parce que vous avez ces magistrats-là, etc., qui font des bras de fer. Mais en attendant, c'est déjà une décision prise où l'argent doit être orienté à la banque. Vous voulez quelle autre décision? Lui, il joue son rôle. Ce qu'ils doivent appliquer maintenant, c'est les magistrats, les etc. et récolter. Deuxièmement, ça va? Il a décidé, par exemple, avec le vice-premier ministre, le vice-ministre, l'interdiction, ça va? L'interdiction, c'est à boire et à manger. Pourquoi? Parce que par rapport à la loi, le ministre d'État a tout à fait raison. Mais par rapport aux magistrats, c'est plutôt des conditions logistiques. Vous comprenez? Mais la décision est déjà prise. Parce qu'on ne peut pas arrêter tout le monde juste parce qu'il y a présomption, parce que quelqu'un a pris des poules, ok, et que quelqu'un l'a accusé de l'amener à Makala. C'est de ça que le ministre est en train de parler, s'il vous plaît. Peut-être que le peuple comprend, mais les hauts là ne comprennent rien. S'il vous plaît, je suis précis. Ils comprennent, mais font semblant. Ils comprennent, mais ils font semblant. Donc, ce n'est plus au ministre, c'est l'application. S'il a les soutiens, il va continuer à avoir. Les soutiens du chef de l'État, je vous assure, ces gens-là vont comprendre que le sérieux peut se passer. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un parce qu'il a voté des téléphones de $10, vous l'amenez à Makala. Mais c'est quoi ça? Et en prison. Et s'il vous plaît, sans jugement. Sans jugement. Les gens qui doivent être à Makala, en grande partie, ça doit être des gens qui sont jugés, condamnés.
Et maintenant, créons même un peu un endroit s'il le faut là rapidement. Et je vous assure, le ministre est en train de le faire déjà, ça va, pour que ces gens-là soient en détention provisoire, etc., etc. Donc, je n'aimerais pas citer, il y a au moins 4 et 5 points qui sont déjà en cours. D'accord, d'accord. Alors, pourquoi, M. Alain, vous pensez toujours, lorsque le ministre veut amener la rupture, amener des réformes, vous pensez toujours, et même il y en a qui, hein, c'est des tracteurs qui parlent du populisme. Pourquoi? Non, il parle de populisme, c'est parce que à chaque fois que le ministre prend une initiative, nous retrouvons déjà les communiqués dans les réseaux sociaux et qui est répercuté ici et là. Mais ce qui est populisme, c'est quand on le fait et que la population ne se retrouve pas. Parce que je sache pour l'instant, les actions de Moutamba sont applaudies. Hein? Il a initié des consultations populaires chaque jeudi. On peut citer, c'est pas juste. Allez-y là-bas, c'est plein. C'est plein de là, gens il y a des courriers, ça va. Moi-même, je suis témoin. Ouais. Les gens posent des problèmes directement au ministre et les dossiers sont suivis directement. Parce qu'ils estiment que peut-être qu'il y a un magistrat qui aurait pris de l'argent, etc. Donc, il y a vraiment des points qui sont clairs. Il ne peut pas tout faire à la fois. Oui, ça, c'est sûr et certain. Mais franchement, si nous avons eu des ministres de la justice en République démocratique du Congo qui ont fait pendant 5 ans, 10 ans, la moitié de Constant Moutamba, franchement, je commence à chercher un peu le vieux, l'ancien du Sénat, un peu, un peu, mais franchement, je ne pense pas qu'ils sont arrivés au niveau déjà de moins de 100 jours. Hein, parce que nous parlons de moins de 100 jours, avec des résultats palpables. Il faut qu'on soit capable de féliciter. Merci, professeur. Nous terminons avec ce dialogue pour la cohésion. Et je rappelle encore, l'émission est en direct. Vous avez les numéros au banc de vos écrans. Vous pouvez nous écrire et nous allons transférer vos messages à nos invités de tout à l'heure. Dialogue pour la cohésion nationale, c'est maintenant la chanson de Fayoulou qui veut que les Congolais se retrouvent pour être en cohésion et puis se battre contre l'ennemi. Votre réaction, M. Alain? Pour moi, je ne trouve même pas l'opportunité d'un tel dialogue. En principe, les dialogues pour les politiciens devaient se passer au sein des institutions. Aujourd'hui, c'est peut-être M. Fayoulou évoque la question du dialogue, c'est peut-être parce qu'il se retrouve nulle part. Il a perdu son mandat de député. Aujourd'hui, il est resté politicien comme tous les autres politiciens. Il est opposant. Ah oui, opposant. Au Congo, quand on est opposant, on doit toujours évoquer les questions de dialogue pour pousser les gouvernants à ouvrir une brèche pour se positionner. Parce qu'aujourd'hui, si nous devons dialoguer, on devait dialoguer entre qui et qui? Est-ce qu'il y a des gens qui sont opposés, par exemple, sur la question de la guerre que nous livre aujourd'hui par le Rwanda? Je ne crois pas un seul Congolais est du côté du Rwanda. Si on a de bonnes idées, on a que les portes du gouvernement sont grandement ouvertes, amener les bonnes résolutions, que le gouvernement les apprécie, puisse les mettre en pratique afin que nous puissions mettre fin à la guerre que nous livre le Rwanda. Pourquoi une question de dialogue? Aujourd'hui, si vous savez qu'en cherchant le dialogue aujourd'hui, vous risquez de donner l'occasion au M23 et autres de chercher à demander un dialogue plus inclusif afin de venir balancer les revendications, de diriger l'armée, de diriger certaines portions de terre. Moi, je pense que ce n'est pas le meilleur opportun. moment. Oui, c'est pas le meilleur moment professeur, pour évoquer le dialogue. Il faut la cohésion, il faut faire face à l'ennemi et donc les Congolais doivent se retrouver, qu'ils soient dans les institutions, qu'ils soient en dehors des institutions, ils doivent se retrouver pour parler. Votre réaction, votre appréhension? Alors, en tant que panafricaniste, sous l'arbre à palabre, j'estime que c'est le mot le problème. Parce qu'on a eu, entre guillemets, des dialogues, des Sun City, etc., des histoires un peu impossibles à considérer, qui nous ont ramené des choses inacceptables pour le Congo qui se respecte. C'est la raison pour laquelle le mot est mal parti.
Mais ce n'est pas le mot le vrai problème, parce que moi j'estime personnellement qu'en tant que panafricaniste, un cadre de dialogue est permanent et doit toujours rester permanent pour l'intérêt suprême du peuple congolais. Mais c'est de quel dialogue il s'agit? Ça va? Parce qu'ici nous avons des institutions, il y a le président de la République, c'est lui le premier leader, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo, et que nous devons avancer, mais échanger, ce n'est pas mauvais pour l'intérêt du peuple congolais. Mais moi, je suis un peu écœuré parce que ça fait des années que j'ai demandé que nous puissions faire ce que nous disons un peu avec notre philosophie Kujitegeme, hein, l'application de l'article 63 de la Constitution, qui effectivement est le point fort de la RAD, Réserve armée de la défense. J'y reviens, c'est très important. Mais exactement, l'article 63 est précis. Nous tous, nous sommes dans l'obligation de défendre la nation. Je vais même un peu loin. Cette application, j'ai dit ça au général, n'est-ce pas? Et partout, on veut m'écouter. Mais il y a l'alinéa 2 ou 3. Au général de la RAD. Oui, de la RAD. J'ai répété. Il y a l'article 2, plutôt l'alinéa 2 de l'article 63. Parfois, on peut même forcer. Ça va. Même aux États-Unis, écoutez, l'armée obligatoire, service obligatoire, parce que le peuple est en danger. Et en tant que panafricaniste, c'est comme ça que c'était. Chaque famille donne un enfant, 2 enfants, nous allons nous battre. Ce n'est pas une question de demander chaque fois. Nous ne devons pas avoir un leadership où nous pensons que nous devons avoir des conciliabules matin, midi, soir. Ce qui fait que, moi je m'adresse plutôt au chef de l'État, comme le seul leader de la République démocratique du Congo sur le plan légal, ça va, d'être encore plus objectif. C'est-à-dire quoi? Il est au-dessus, il est le garant de la nation. C'est lui le seul garant de la nation. S'il veut écouter Fayoulou, il peut l'écouter comme il veut. Et c'est important qu'il puisse l'écouter. S'il veut écouter Moïse Katumbi, s'il veut écouter, c'est lui qu'il veut écouter. Ça va? En ce moment précis, nous devrions nous mettre ensemble. Rien à voir avec l'UDPS, avec la majorité, l'opposition. Non. On ne devait plus parler de la majorité ni de l'opposition. Je précise, le chef de l'État, ce n'est pas le chef de l'État ni de la majorité ni de l'opposition. Il est le chef de l'État de la nation congolaise. Et ici, la nation congolaise est en guerre. Donc, le chef de l'État garde la hauteur, vous comprenez, et il appelle qui il veut. Ici, là, c'est ce que Fayoulou ne veut pas. C'est ce que j'ai dit. Fayoulou veut que Tshisekedi soit à son niveau avec les autres. Ce n'est pas possible. Pour maintenant dialoguer, trouver encore peut-être les moyens de partager le pouvoir. Ce n'est pas possible. Ça va. Il est question plutôt les uns et les autres. Parce que c'est le papa. Après toutes les discussions de la maison, le papa décide. Le papa a écouté les uns et les autres. Et ici, les garants de la nation, je suis désolé, sur le plan formel, c'est le chef de l'État, il n'y a qu'un seul. C'est-à-dire, tout le monde peut vociférer des histoires, raconter ce qu'il veut, c'est ça la démocratie, n'est-ce pas? Mais la dernière décision appartient au chef de l'État. Moi, je demande la sagesse du chef de l'État. Ici présent, ça va? Je l'ai dit à quelqu'un dans une émission, c'était un blaguant, j'ai dit, « Excellence, Monsieur le Président, voulez-vous bien imposer avec l'article 63 à tout le monde de vous rencontrer et que nous devons sensibiliser le peuple congolais pour que nous puissions nous battre? Réquisitionnez-les s'il faut. » Je m'excuse, je suis clair. Le chef de l'État a la possibilité de réquisitionner Fayoulou, de réquisitionner Moïse, Katumbi, de réquisitionner tout le monde pour que nous puissions gagner cette guerre-là. Alors, nous avons de petits intérêts de qui va être candidat la prochaine fois. Non, donc, on devait aller au-delà de ces histoires. Là, vous dites que c'est le chef de l'État qui franchement peut réquisitionner. Je les lui recommande. Le dialogue. Est-ce que vous comprenez réquisitionner, ça veut dire quoi? Au Burkina Faso, on a réquisitionné des magistrats, on les a envoyés au front. Ben oui. Donc, c'est ce que les conseillers du chef de l'État peuvent m'écouter. Oui. Au lieu de dialogue, si le chef veut... Faites attention, ça sera une sorte de dialogue, mais on sait on va où. Parce qu'on ne peut pas avoir 2 chefs dans une même maison. Pour l'instant, nous voulons nous battre contre les Rwandais. Vous voulez qu'on se batte contre les Rwandais? Vous voulez qu'on puisse faire ceci, cela? Priorisons. C'est là où j'ai dit, par exemple, pour les budgets rectificatifs, ça doit être clair. Ici, on s'est dit, on se bat. Fayoulou, Moïse, tout le monde qui s'est dit Congolais, vous êtes capable de sensibiliser les Congolais. Nous vous obligeons, excusez, mes mots sont pesés. On ne vous demande pas, nous vous obligeons, nous vous demandons d'abord, si vous ne comprenez pas, nous vous obligeons de venir pour que nous tous, vous allez quand même apporter des idées. Ça ne veut pas dire que c'est unilatéral.
Ça va. Vous réquisitionnez parce qu'il ne faut pas de discussion. Et maintenant, nous discutons quelles sont les formes, etc. Qu'est-ce que nous pouvons faire. En Israël, quand vous devez faire l'armée, on ne vous pose pas de questions. Vous devez faire l'armée, vous devez défendre la nation. Voilà. C'est là où nous sommes. Alors, cette confusion fait en sorte que je me dis, Excellence, Monsieur le Président, attachez-vous un peu plus encore à Constant Moutamba. Attachez-vous à des révolutionnaires. Vous comprenez? Des gens qui comprennent que dans moins de 2 ans, nous pouvons réquisitionner tous les Congolais sous l'article 63. Ça existe déjà. Ouais. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est là. Nous réquisitionnons tout le monde, nous nous battons. On cesse un peu de petites discussions où les gens portent des cravates et ne font pas grand-chose dans leur petit bureau. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Alain, merci beaucoup. Vous avez à dire parce qu'on a fini. Oui, bon, ce que je voulais dire que pendant une période de crise, de guerre comme celle-ci, il est important que ces opposants ou ces politiciens qui se disent populaires, il est important qu'ils conscientisent les personnes qui les écoutent, qui sont derrière eux, afin que ces personnes puissent rejoindre les rangs des forces armées. Là, ça sera pour protéger le pouvoir de celui qui est en place. On doit d'abord protéger notre territoire national. Le problème, c'est protéger d'abord le territoire national. Non, quand on protège le territoire national, et puis on vient se mettre ensemble. Quand on a récupéré tous nos pans de terre, on se met ensemble et puis on vient discuter pour le pouvoir. Vous voulez quel poste, vous voulez quel autre poste. Mais connaître d'abord notre pays tout entier, et en ce moment on commence à discuter sur le pouvoir. Si les Rwandais prennent encore Kinshasa, est-ce que vous pensez que Fayoul va devenir président? On a fini. On a fini, professeur, on a fini. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission autour de l'info. On a fini par là. La suite au prochain numéro. Merci à tous ceux qui ont collaboré à la réussite de cette émission. Merci à madame la coordinatrice, Josette Kaya-Boulamatari. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir.